Alors aujourd'hui, on s'attaque à un cas fascinant. Un écrivain, ou peut-être plus que ça, qui signe ses textes sous le nom de Gwydig. Et attention, ce n'est pas de la poésie douce, c'est une voix qui tranche, qui dérange, qui vient vraiment bousculer nos petites certitudes. Voilà, dès le départ, on est dedans. Je suis orphelin d'un monde qui n'a pas pris le temps de mourir proprement. Pfiou, la phrase est lourde de sens, hein. On sent tout de suite la rupture. Ce n'est pas juste une jolie formule, c'est le point de départ de toute sa pensée. Le constat d'un monde qui s'effondre, mal. Et de cette position d'orphelin, elle va en faire une arme de provocation pour dire ce que personne n'ose formuler. Du coup, la question qui vient tout de suite, c'est qui est ce Gwydig ? Est-ce qu'on a affaire à un vrai philosophe, quelqu'un qui construit une pensée, un système, ou est-ce que c'est juste un esprit libre, un agitateur de génie qui balance des bombes pour le plaisir sans rien construire derrière ? Philosophe ou provocateur, c'est toute l'énigme qu'on va essayer de démêler ensemble. Alors, voilà le plan. On va d'abord regarder son diagnostic de notre époque. Ensuite, on verra comment il voit la pensée comme un acte de rébellion. Puis, on touchera à son ambition plus philosophique, le langage, l'être, et à la fin, on essaiera de se faire une idée, le verdict. Allez, on attaque avec la première pièce à conviction, son diagnostic de notre société. Pour Gwydig, le vrai problème aujourd'hui, ce n'est pas le grand méchant tyran qu'on imagine. Non, la menace, elle est beaucoup plus subtile. Pour lui, le vrai danger, c'est le bon citoyen, celui qui pense bien, celui qui, sans même s'en rendre compte, prépare le terrain pour le pire. Et pour nommer ce mal, il a un concept clé, un concept vraiment puissant, la stupidité fonctionnelle. Attention, c'est super important, il ne parle pas de manque d'intelligence. Pas du tout. Il parle d'un manque de courage. C'est quand on arrête de penser par soi-même, pas parce qu'on est bête, mais parce qu'on a peur d'être seul ou parce que c'est plus simple de laisser le système penser à notre place. C'est une forme de soumission qui se déguise en vertu pour avoir la conscience tranquille et être sûr d'être dans le bon camp. Et cette stupidité fonctionnelle, il ne la laisse pas en l'air comme une abstraction. Non, il lui donne des visages bien concrets. Il nous parle du pédagogue qui est persuadé d'éveiller les consciences, mais qui en fait ne fait que formater les esprits. Ou de l'activiste qui hurle à la libération, mais qui est le premier à vouloir faire taire ceux qui ne pensent pas comme lui. C'est une galerie de portraits assez féroce, de gens qui sont convaincus de combattre le système, alors qu'en réalité, ils sont son meilleur carburant. Bon, le diagnostic est posé, il est assez sombre. Mais alors, on fait quoi ? Quelle est la solution selon Gwydig ? Eh bien, si le problème, c'est une pensée qui obéit, qui se soumet, alors la solution, logiquement, ça ne peut être qu'une seule chose, la désobéissance. Penser aujourd'hui, c'est refuser la version courte, c'est désobéir au récit prêt à porter. Tout est dit là-dedans, non ? Pour lui, le simple fait de réfléchir, de prendre du recul, de douter là où tout le monde assène des certitudes, c'est devenu un acte de rébellion. C'est refuser les étiquettes, refuser de choisir un camp, même celui qui a l'air d'être le bon, pour juste se donner le droit de penser. Et cette désobéissance, elle va super loin. Elle s'attaque même au sens des mots. Prenons l'exemple du respect. Il y a le respect-soumission, on baisse la tête, on ne fait pas de vagues. Ça, il déteste. Et il oppose à ça ce qu'il appelle le respect-stratégie. Là, c'est complètement autre chose. C'est une forme d'intelligence froide, presque militaire. Observer l'adversaire, comprendre ses forces, sans se laisser aveugler par l'émotion. C'est la même chose pour la justice. Il met à la poubelle la loi du talion, le fameux œil pour œil. Pour lui, ça, c'est la justice des faibles, une petite comptabilité de la douleur. Ce qu'il propose en face, c'est un idéal qui sent bon son Nietzsche, le rire du créateur. La vraie force, la vraie justice, ce n'est pas de rendre les coups, c'est d'avancer, de créer quelque chose de tellement plus grand que l'insulte de départ devient insignifiante, ridicule. Et là, attention, on monte d'un cran. On entre vraiment dans le dur de son ambition philosophique. Parce que Gwydig ne se contente pas de critiquer la société. Non, il va beaucoup plus loin. Il s'attaque à des milliers d'années d'histoire de la philosophie. Et sa cible, c'est un des plus gros morceaux qui soit, le concept de l'être. Et il y va pas avec le dos de la cuillère, c'est assez vertigineux. Ça commence avec Parménide, chez les Grecs. L'être, c'est un gros bloc, solide. Bim. Des siècles plus tard, Descartes arrive et hop, l'être devient un « je pense », un esprit tout seul. Ensuite, évidemment, Nietzsche. Lui, il met un grand coup de pied là-dedans. Fini l'être stable, place à la volonté de puissance. Et enfin, Heidegger. Il essaie de recoller les morceaux, mais trop tard. Pour Gwydig, l'être s'est évaporé, il a fui dans les serveurs. C'est une relecture à la hache, c'est sûr. Mais ça montre une chose. Il se confronte au géant, il s'inscrit, même en opposition, dans cette histoire-là. Et là, il y a une anecdote qu'il raconte qui est juste géniale et qui éclaire tout. Il a pris son propre texte, bien provocateur, et il l'a donné à analyser à une intelligence artificielle. Au début, l'IA lui sort une critique hyper classique, c'est bien écrit, mais c'est plein de généralisations. Mais c'est là que Gwydig fait son coup de génie. Il demande à l'IA « Et si l'exagération, c'était pas un défaut, mais le cœur même de la méthode ?» Et là,
l'IA pivote complètement. Elle comprend que le but, ce n'est pas de faire une thèse universitaire. Le but, c'est de produire un cri, une provocation volontaire pour servir d'électrochoc. Une méthode d'anti-anesthésie. Et écoutez bien la conclusion. De l'intelligence artificielle. C'est la machine qui le dit. Ce ne sont pas des manifestes pour ceux qui veulent avoir raison, mais pour ceux qui veulent voir clair, y compris en eux-mêmes. C'est fou, non ? Cette validation qui vient d'une pure logique, d'une machine, ça donne un poids incroyable à sa démarche. D'un coup, on comprend que son style, ce n'est pas juste un type qui s'énerve. C'est un véritable outil philosophique, calibré pour un effet bien précis, nous forcer à ouvrir les yeux. Bon, maintenant qu'on a toutes ces pièces sur la table, il est temps de revenir à notre question du début. Alors, Guidig, philosophe ou simple esprit libre ? Regardons un peu le tableau. Pour peser le pour et le contre, du côté philosophe, il y a du lourd. Il forge des concepts, il se confronte à toute l'histoire de la philo. Ce n'est clairement pas juste un pamphlétaire. Mais, de l'autre côté, dans la colonne Esprit libre, les arguments sont aussi très forts. Sa méthode, c'est la provocation, pas la démonstration. Son texte est un cri, pas un traité académique. Son but, c'est de réveiller, de choquer, pas forcément de construire un système bien ordonné. C'est un vrai dilemme. Alors au final, la bonne réponse, ce n'est peut-être pas de choisir une case. Philosophe, esprit libre, et si c'était les deux ? Et si justement, dans une époque qu'il décrit comme totalement anesthésiée, la seule façon de faire de la philosophie, c'était de devenir cet esprit radicalement libre ? La vraie question n'est peut-être pas de savoir qui il est, mais plutôt ce qu'il fait. Est-ce que le phénomène Guidig, c'est juste le diagnostic d'une société malade ? Ou est-ce que c'est le nom du remède ? À cette question-là, la réponse, elle est entre nos mains.